Voilà, il m'a été demandé de ask to talk about the mapping and gender-based and the need of selection criteria and of priority. porter sur ces 6 points. Il y a le contexte, l'ampleur du phénomène, le cadre légal et système judiciaire, défis, obstacles, critères de sélection et hiérarchisation des poursuites. Et enfin, nous allons conclure. Mon pays, c'est la RDC, au centre de l'Afrique, plus ou moins 68 millions d'habitants, un grand pays de plus ou moins 2 345 millions de kilomètres carrés. Et comme vous le savez, la RDC a connu depuis 1998 beaucoup de guerres. Et certaines études font état d'essai que plus ou moins 5 millions de personnes ont été perdues, sont mortes dans ces guerres. Et la particularité de conflits en RDC, c'est que, nous avons d'abord de longs conflits, depuis 1998 jusqu'à ce jour, et ces conflits ont fait intervenir beaucoup d'acteurs. Il y a eu des groupes armés, il y a eu des armées étrangères, il y a eu l'armée gouvernementale, et le viol a été utilisé comme arme de guerre. Et une récente étude fait état d'essai que plus ou moins 90 groupes armés aujourd'hui sont opérationnels à l'est de la RDC. Et conséquence de ces conflits, c'est qu'il y a délabrement du tissu économique et il y a la pauvreté. Et il y a eu la commission des crimes graves à caractère sexuel. Et non seulement que ces crimes à caractère sexuel sont liés au conflit, il y a eu même fait ce constat que ces crimes à caractère sexuel se sont étendus au-delà des zones des conflits. Et je vais donner quelques chiffres pour que nous puissions avoir une idée de l'ampleur du phénomène. Il y a le ministère du genre de la RDC qui a fait un travail de collecte des données et il a fait un travail en 2013, il présente certaines données. Et selon ces rapports, en 2013, nous avons connu 19 937 cas qui ont été rapportés dans leur base de données. Et que la tendance de 2014 par rapport à 2013, c'est qu'il y avait une certaine augmentation de cas de violences sexuelles. Parce qu'en 2012, ce qui a été rapporté enregistré dans leur base de données, c'était plus ou moins 15 654 cas de violences sexuelles. Et une étude qui a été menée récemment par le PNUD fait état de ce qu'au niveau de 3 provinces, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, en 2014, il y a eu plus ou moins 8 269 cas qui ont été rapportés. Et que de ces 8 269 cas rapportés, il y a 1014 qui sont entrés dans les circuits judiciaires et il y a plus ou moins 131 cas qui sont passés devant les cours des tribunaux. Évidemment, quand on doit faire de taux par rapport au nombre de cas déclarés, rapportés, et au nombre de cas qui entrent dans les circuits judiciaires, il y a plus ou moins 12% de cas qui entrent dans les circuits judiciaires. Et c'est ça le grand défi de la lutte contre l'impunité des violences sexuelles en RDC. Le nombre de cas qui entrent dans les circuits judiciaires. Et encore que dans le circuit judiciaire, très peu de cas connaissent des jugements. Et ça, c'est vraiment une démarche par rapport aux crimes ordinaires. Et en ce qui concerne les crimes graves, les crimes de la compétence de la CPI, depuis 2004, la RDC les tribunaux congolais ont dû juger certains crimes de la compétence de la CPI. Et de 2004 à ce jour, on peut noter plus ou moins une trentaine d'affaires que le cours des tribunaux congolais ont connues sous cette problématique des crimes internationaux. Ici, je me réfère aux crimes connus par les cours des tribunaux congolais et non des situations connues par la Cour pénale internationale. Il est évident qu'il y a eu beaucoup de cas qui sont commis, des crimes graves, mais au moins en termes de procès qui ont eu lieu, c'est une trentaine d'affaires. Et par rapport à ce contexte des violences basées sur le genre, il y a eu des efforts qui ont été entrepris sur le plan législatif. Et les efforts ont commencé en ce qui concerne les violences sexuelles qui ne font pas partie de la compétence de la CPI. Déjà, en 2006, nous avons 2 lois qui concernent les violences sexuelles. Il y a une loi de fond et une autre loi de forme. Et la loi de fond, en fait, redéfinit pratiquement des crimes de violence sexuelle. Il y a plus ou moins 17 crimes, infractions, qui sont considérés comme étant des infractions de violence sexuelle. Et la loi a redéfini ces infractions et en même temps, certaines infractions, comme le viol, a été étendue. De manière à ce que beaucoup de cas
peuvent s'inscrire maintenant dans le contexte de viol. Et il y a eu évidemment certains principes qui ont été adoptés de la Cour pénale internationale qui ont été intégrés dans cette loi. Par exemple, le principe de défaut de pertinence de la qualité officielle et de l'ordre hiérarchique en matière d'observation de violences sexuelles. Et sur le plan de forme plutôt, il y a eu en fait une limitation des délais des procédures en matière de violences sexuelles. Évidemment, selon la loi, on exige assez que l'infraction de violences sexuelles partant de la police judiciaire jusqu'à son jugement, selon la loi, c'est plus ou moins 4 mois. Et cette loi a ses parties fortes, en même temps ses faiblesses. Et il y a quand même eu un principe qui a été posé dans la loi, le principe de la protection des victimes. C'est un principe qui a été posé dans la loi. Nous avons une loi spécifique qui se rapporte aux enfants. Le législateur a estimé qu'en dehors des infractions de violences sexuelles à l'encontre de pères des adultes, on a organisé une loi spécifique qui concerne les enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Évidemment, c'est une loi qui aborde beaucoup de sujets, tels que la création des tribunaux pour enfants. Alors, par rapport au crime de la compétence de la CPI, c'est depuis pratiquement 2002 que la RDC s'est engagée dans ces processus d'intégration de loi de compétences du statut de Rome dans sa législation interne. Et il y a eu des réformes qui ont été faites au fur et à mesure. Nous avons eu en 2002 une loi qui se rapporte à la justice militaire. Et cette loi avait, après que la RDC ait ratifié le statut de Rome en 2002, il y a eu une première réforme qui avait intégré les crimes internationaux dans la loi. Et bien évidemment, cette loi avait ses faiblesses. D'abord, les crimes internationaux étaient définis selon un standard différent du standard international. Mais cette loi avait l'avantage de reconnaître la compétence de juger les crimes internationaux par le Cour des tribunaux congolais militaires. Et cette loi également, c'est pratiquement sous cette loi que la plupart des dossiers en rapport avec les crimes internationaux en RDC ont été jugés. Évidemment, les lacunes de la loi étaient telles que le Cour des tribunaux congolais ont appliqué directement le statut de Rome. Parce que nous sommes d'un système moniste, donc les traités et accords internationaux qui sont ratifiés ont une valeur supérieure à la loi. Et en vertu de ces principes, les cours des tribunaux congolais ont appliqué directement le statut de Rome en face de la défaillance de la loi. Et la plupart, pour ne pas dire la totalité des affaires se rapportant aux crimes internationaux en RDC, ont été jugées sous ces régimes. Et il y a eu, en 2013, une amélioration, parce qu'en 2013, il y a eu une loi qui organisait le fonctionnement des cours des tribunaux, qui a reconnu la compétence des juges des crimes internationaux aux juridictions civiles, et précisément à la Cour d'appel au premier degré, au niveau de la Cour de cassation, au deuxième degré. Et tout récemment, en 2015, notre pays a adopté les lois de mise en œuvre du statut de Rome. Il s'agit de 3 lois qui intègrent les crimes internationaux de la compétence de la CPI dans le code pénal ordinaire. Et ces lois insistent également, précisent la notion de la responsabilité du chef militaire. Et ces lois organisent les conditions et les modalités de coopération entre la RDC et la CPI. Et en même temps, ces lois reconnaissent une fois de plus le principe de protection des accusés, des victimes, des témoins et des intermédiaires. Alors, par rapport à ces schémas, il y a eu des avancées. La plus grande avancée, c'est qu'on a tendu vers une harmonisation ou actualisation du cadre légal à travers l'adoption de lois de mise en œuvre. Et qu'on a senti, je parlerai de la manifestation d'une certaine volonté politique. Et même si cette problématique des volontés politiques pose problème,
Mais on a senti des efforts dans ce sens-là. Évidemment, on peut lier la question de la volonté politique à l'intérêt politique, mais en fait, on a vu la manifestation de la volonté politique sur ces questions-là. Alors, le grand défi et obstacle par rapport à cette problématique des infractions de violences sexuelles et basées sur les genres, c'est que je dirais, en fait, les défis se rapportant à la capacité technique et opérationnelle des juges congolais de juger toutes les affaires avec la qualité requise et selon la quantité voulue. Donc, c'est les grands défis. Donc, est-ce que, parce que la question se pose en termes de savoir, est-ce que le juge congolais qui juge l'affaire des violences sexuelles, est-ce qu'il y a la qualité dans ses jugements? Est-ce que toutes les affaires sont réellement jugées? Ça, c'est les grands défis en rapport avec cette problématique de lutte contre l'impunité des violences sexuelles basées sur les genres. Évidemment, ces défis sont dus à plusieurs obstacles. Il y a comme premier obstacle ce que j'appelle là l'insuffisance des ressources opérationnelles. Et je prenais un exemple par rapport au nombre de juges que nous avons en RDC. Actuellement, dans l'ensemble du territoire national, la RDC a plus ou moins 3431 magistrats. Et lorsqu'on essaie de trouver la ratio par rapport à la population, ça fait plus ou moins 22 135 magistrats par habitant. Et à ce problème est ajouté un autre problème, en fait. La plupart des magistrats qui sont affectés par l'État dans les juridictions, ils n'aiment pas aller dans les juridictions qui sont au-delà des centres urbains. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'une juridiction qui est au niveau de villages, au niveau de coins reculés, et la plupart de magistrats n'aiment pas y aller. Et du coup, il y a ces déséquilibres, en fait. Donc, au niveau des grands centres, on peut trouver beaucoup de magistrats, alors que dans le fin fond du pays, il n'y a pas de magistrats. Et du coup, cela pose un problème de fonctionnement des juridictions à ces niveaux-là. Parce que la loi demande que pour qu'une juridiction puisse juger, il faut au minimum 3 juges. Et lorsque nous avons un seul juge ou deux juges, donc le tribunal ne peut pas siéger. Et ce qui fait qu'il y a des cas de violences sexuelles qui arrivent, mais on a l'impossibilité de juger ces cas. Et l'autre défi, c'est un défi qui se rapporte à la faible capacité de conduire des enquêtes solides, faute de moyens et d'expertise. C'est toujours l'éternel questionnement du budget qui est mis à la disposition de la justice. Donc, nos pays en développement ont ces problèmes de disponibiliser les budgets nécessaires pour la justice. Et du coup, il y a ces problèmes de la capacité de magistrats de mener des enquêtes solides parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils n'ont pas d'expertise. Je prends pour exemple, pour l'instant, par exemple, il y a de juges civils qui doivent connaître les infractions de la compétence de la CPI. Mais ils n'ont aucune formation spécifique par rapport à cela. Donc c'est une problématique qui est réelle. Et comment pourront-ils juger ces genres d'infractions qui sont des infractions nouvelles alors qu'ils n'ont pas une expertise requise par rapport à cela? Et il y a cet obstacle se rapportant à la restriction légale. Le système judiciaire congolais a voulu pendant longtemps que les tribunaux militaires jugent les obstacles, plutôt les auteurs de crimes graves. Mais il y a un problème, c'est que la loi veut qu'un militaire ne peut être jugé que par quelqu'un qui est de même grade que lui, ou sinon des grades supérieurs. Du coup, lorsqu'on a par exemple affaire au haut gradé, donc il y a un problème de juges de son grade qui doivent les juger. Donc, il y a ces défis logistiques et sécuritaires qui doivent également être pris en compte. Et il y a ces problèmes de financement des programmes de protection des victimes et témoins. La loi annonce le principe de protection, mais il n'y a pas un programme détaillé de protection des victimes et témoins. Et on a un autre problème, se rapporte à l'absence de réparation. Même lorsqu'il y a des cas de jugement qui sont rendus, mais souvent les victimes ont ces problèmes d'obtenir réparation auprès de leurs auteurs et qu'on a un seul cas où l'État avait été condamné pour des cas de crimes graves où les victimes ont pu recevoir réparation en ayant les indemnités de la part de l'État. C'est l'affaire Songomboyo. Donc, pour en faire atterrir les critères de sélection et de hiérarchisation, là, il faudra tout simplement dire qu'il n'y a pas des critères légaux de sélection et de hiérarchisation des affaires en RDC.
Mais seulement, il faut dire également que la politique criminelle et le cadre légal accordent une importance, une attention particulière au cas des crimes de violation sexuelle. Par exemple, la loi fixe la durée de la procédure en ce qui concerne les infractions ordinaires. Il y a au niveau de parquet ce qu'on a appelé les cellules de spéciales de poursuite des infractions de violence sexuelle qui ont été mises en place. Et il y a eu des notes des services sur les traitements diligents et efficaces de cas de violence sexuelle. Et que, globalement, l'encombrement des structures judiciaires en ce qui concerne les dossiers judiciaires est dû au dysfonctionnement du système judiciaire. Parce qu'il y a des cours des tribunaux qui ne peuvent pas fonctionner parce que, par exemple, le nombre de juges n'est pas suffisant. Et cela crée, en fait, un encombrement de cours des tribunaux. Et je l'ai dit, les grands défis en matière de lutte contre l'impunité de violences sexuelles en RDC, c'est les taux des affaires qui entrent dans les circuits judiciaires. Il y a beaucoup d'affaires qui échappent au circuit judiciaire. Et dans la pratique, en fait, le procureur apprécie la priorité des dossiers sur la base de gravité, de caractère d'exemplarité, de disponibilité des éléments de preuve. Et cela ne fait pas partie d'une politique de poursuite. En fait, c'est une organisation personnelle de travail dans le cadre de son expérience personnelle. Il peut se dire qu'en face d'autant de cas, bon voilà, moi, je priorise telle ou telle autre situation. Et il y a un élément très important que moi qu'il faudra prendre en compte là, c'est que, ça ne se trouve pas là, mais c'est ce que j'appelle les conditions propices de poursuite. Et dans les conditions propices de poursuite, là, j'intègre un peu les aspects politiques, parce qu'il y a ces dossiers qui ne peuvent pas être poursuivis, parce que sur le plan politique, les conditions ne sont pas réunies, en fait. Parce que c'est lié à telle personne qui est proche du système politique, parce qu'il y a des intérêts, et du coup, les juges peuvent avoir du mal à poursuivre ces genres de dossiers. Et du coup, ce sont des dossiers, en fait, qui ne seront jamais jugés parce qu'en fait, les conditions ne sont pas propices pour que ces affaires puissent avoir un jugement, puissent avoir de poursuites. Donc, et enfin, je vais, je crois, clôturer. Lorsqu'on a fait cette cartographie, on constate que, je peux conclure en disant que la systématisation des critères de sélection et de hiérarchisation des affaires comme politique de poursuite pourrait être une solution permanente au problème de congestion des dossiers face aux ressources limitées. Mais seulement, il est important que l'on sache en fait que il y a cette pesanteur du dysfonctionnement du système judiciaire qui reste, et que la plus grande des priorités et de priorités, quand on voit par rapport à notre contexte, c'est renforcer les capacités techniques et opérationnelles du système judiciaire de manière à ce qu'il soit capable de gérer convenablement les affaires et de juger un grand nombre des affaires. Là, c'est vraiment la priorité des priorités. S'il faudra qu'on puisse hiérarchiser, c'est la première priorité. Et que dans tous les cas, il faudra tenir compte dans cette démarche, de la question de l'intérêt de la victime et de la question d'une justice en bonne et due forme. Je vous en remercie.